Les archives d'Afrique, Alain Foka. Bonjour à tous et bienvenue dans ce magazine consacré à l'histoire contemporaine de l'Afrique à travers ses grands hommes. Nul n'a le droit d'effacer une page de l'histoire d'un peuple, car un peuple sans histoire est un monde sans âme. Vous savez que la Mauritanie se présente comme un trait d'union entre l'Afrique du Nord, c'est-à-dire l'Afrique blanche, et l'Afrique noire. Et la Mauritanie en elle-même est une synthèse de cette Afrique. Comme les présidents Léopold Sédar Senghor du Sénégal, Félix Houphouët-Boigny de Côte d'Ivoire et Amadou Ahidjo du Cameroun, Mortar Ould Daddah appartient à la première génération des leaders politiques issus de la décolonisation en Afrique. Comme eux, il va jouer un rôle déterminant dans la naissance de la République de Mauritanie qu'il va diriger pendant plus de 17 ans. Il est d'ailleurs considéré là-bas comme le père de la nation mauritanienne moderne. Pour évoquer la vie de ce personnage marquant de l'histoire contemporaine de l'Afrique, Archives d'Afrique a décidé de lui consacrer 4 éditions. Mars 1995. Toute la presse mauritanienne est aux abois. À la une, un seul titre, l'affaire Ould Daddah. L'ancien président, après près de 17 ans de mutisme, a rompu le silence en accordant une sévère interview sur la situation de son pays à Maroc Hebdo. Dans cet entretien, l'ancien chef de l'État déplore la situation de déliquescence morale et culturelle qui règne en Mauritanie. Mais Mortar Ould Daddah précise aussitôt dans le même entretien qu'il n'a aucune intention de retourner au pays. Mais cela ne suffit pas pour apaiser le climat. Pour le régime en place, ce n'est ni plus ni moins qu'une déclaration de guerre. Pour les autorités de Nouakchott, cette interview est la manifestation même du désir de l'ancien homme fort de retourner aux affaires. Le peuple mauritanien, lui, semble plutôt indifférent. Il faut dire que pour beaucoup de jeunes, le nom de Mortar Ould Daddah n'évoque pas grand-chose. Parti du pouvoir il y a presque 20 ans, ils sont réellement nombreux ceux qui ne connaissent même pas son histoire. Et pourtant... Je viens de signer l'acte le plus important qu'un homme, en général, qu'un homme d'État africain peut signer, c'est-à-dire l'accession à l'indépendance de son pays. Voici donc, à partir de cette minute, la Mauritanie, la République islamique de Mauritanie, indépendante dans l'amitié entre son peuple, le peuple mauritanien et le peuple de France. Cette séance solennelle d'aujourd'hui est l'aboutissement d'une évolution harmonieuse et qui a pu, en ce qui nous concerne, nous permettre, après avoir franchi toutes les étapes que vous connaissez, de passer du stade de colonie à celui aujourd'hui d'État indépendant. Ce 28 novembre 1960, l'homme qui annonce ainsi l'indépendance de son pays avec autant d'émotion dans la voix s'appelle Mortar Ould Daddah. Il n'a que 36 ans. Né le 25 décembre 1924 à Boutilimite, dans le sud-ouest de la Mauritanie, le jeune Mortar commence d'abord par suivre des études coraniques dans sa ville, avant que ses parents ne décident de l'envoyer à l'école française des fils des chefs de Saint-Louis au Sénégal. Après avoir été interprète dans l'administration coloniale, il passe son baccalauréat à Nice, dans le sud de la France, et va poursuivre ses études de droit à Paris. Il s'inscrit également à l'école des langues orientales. Imprégné donc de la culture occidentale, il va d'ailleurs épouser une Française, ce que ses adversaires politiques vont lui reprocher tout le temps. Sa licence en droit en poche, il retourne en Afrique comme avocat stagiaire à Dakar. Il entre alors en politique lorsque la loi cadre de Gaston Defferre en 1956 proclame l'autonomie au territoire de l'ex-empire colonial français. De retour au pays, il est d'abord élu au conseil territorial de l'Adrar. Il faut préciser qu'à cette date, la Mauritanie en tant qu'entité n'existe pas encore. Mortar Ould Daddah va ensuite devenir le vice-président du conseil de gouvernement. Je convie donc nos frères du Sahara espagnol à songer à cette grande Mauritanie économique et spirituelle à laquelle nous ne pouvons pas ne pas penser dès maintenant.
Je leur adresse et je vous demande de leur répéter un message d'amitié, un appel à la concorde de tous les morts, de l'Atlantique à l'Azawad et d'Hydra aux rives du Sénégal. À ce poste de vice-président du Conseil de Mauritanie, Mokhtar Ould Daddah ne va cesser de mettre en garde les autorités françaises contre les conséquences du drame algérien sur leur rapport avec les États subsahariens. J'ai dit qu'à mon sens, il faut à tout prix mettre fin à la guerre, mais mettre fin à la guerre par une négociation entre les deux parties qui se font la guerre. Cette attitude agace le général de Gaulle, qui témoigne d'une grande estime à cet interlocuteur obstiné jusqu'à l'entêtement. La France est décidée à l'accompagner et à faire de ce territoire un État de la communauté. Il va même la doter d'une capitale en plein désert du Sahara, une ville au milieu de nulle part. Au ministère de la France d'Outre-mer, cet après-midi, M. Jacquet a remis solennellement à M. Mokhtar Ould Daddah, Premier ministre du gouvernement mauritanien, le décret qui fait de Nouakchott la capitale de la Mauritanie. En présence notamment de Souleymane Cheikh Sidia, conseiller de l'Union française, auteur de la proposition qui aboutit précisément à cette création. Le ministre de la France d'Outre-mer a déclaré d'abord: Votre territoire possède en effet désormais sa capitale propre, comme il possède, déjà affirmé en de nombreuses occasions, sa personnalité propre. M. Mokhtar Ould Daddah, Premier ministre de la Mauritanie, répond ensuite en remerciant la France d'avoir donné à la Mauritanie son autonomie et sa capitale, et faisant allusion aux relations de son pays avec ses voisins, il ajoute: La France vient de vous faire le plus beau cadeau qu'elle vous ait jamais fait. Elle vous a donné une capitale. Dans l'opposition avec le Maroc, qui réclame la Mauritanie comme faisant partie intégrante à son royaume, la France n'hésite pas à prendre très clairement position. La Mauritanie est un territoire à part entière. Pierre Messmer, ministre de la France d'Outre-mer. Je suis venu en AF pour rendre visite à la capitale de la Fédération, à Dakar, mais aussi pour me rendre à Attar, en Mauritanie. J'ai décidé de faire ce voyage en plein accord avec tous les élus et tous les chefs mauritaniens. En effet, il y a quelque temps, certains leaders de partis politiques marocains ont fait des déclarations qui mettaient en cause l'indépendance de la Mauritanie. L'indépendance du Maroc est une chose, l'indépendance de la Mauritanie en est une autre. Le gouvernement français ne peut en aucun cas accepter qu'un pays quel qu'il soit ait des prétentions sur la Mauritanie. Il ne peut être question pour qui que ce soit d'annexer la Mauritanie. Je dois d'ailleurs dire que le gouvernement marocain n'a à aucun moment, à ma connaissance, repris à son compte les déclarations qui ont été faites par le leader politique et qui a parlé de la Mauritanie. J'ajoute que la France est absolument décidée à défendre la Mauritanie contre quelque attaque que ce soit, d'où qu'elle vienne. D'ailleurs, elle le ferait en plein accord avec les Mauritaniens. Une manifestation de sympathie à l'égard du gouvernement français et de la France que j'ai reçue depuis mon arrivée à Dakar. Et je le sais, qui sont très sincères, sont telles qu'il ne fait pas de doute que les Mauritaniens désirent rester libres et qu'ils ne veulent en aucun cas subir le joug d'une puissance, même d'une puissance voisine, même d'une puissance amie, serait-ce le Maroc. La France a d'ailleurs beaucoup fait en Mauritanie, non seulement sur le plan administratif, non seulement sur le plan politique où de grandes libertés ont été données aux Mauritaniens, mais également sur le plan économique. Tout récemment, le gouvernement de la France vient de décider de consacrer des sommes extrêmement importantes, puisqu'il s'agit de plusieurs milliards, pour la mise en valeur de certains gisements de minerais en Mauritanie, l'irrigation de certaines zones et pour le développement social et économique de la Mauritanie. Tout ce passé unit les Mauritaniens, ces hommes si fiers et si courageux, et les Français de la métropole. Ni les uns, ni les autres ne permettront que la paix qui règne en Mauritanie soit troublée par qui que ce soit. En tout cas, la France ne recule devant aucun effort pour faire comprendre au Maroc l'intérêt qu'elle accorde
à la Mauritanie. Le général de Gaulle va d'ailleurs effectuer en personne dès 1959 un voyage à Nouakchott pour bien marquer l'autonomie de la Mauritanie par rapport au royaume de Mohamed V. D'abord, je veux dire à Monsieur le Premier ministre de la République islamique de Mauritanie combien les paroles qu'il vient de m'adresser m'ont touché. Oui, je suis très heureux de pouvoir faire une fois encore visite à la Mauritanie. Votre terre est particulièrement chère à la France et par conséquent à moi-même. Nous avons longtemps ensemble déjà vécu, travaillé et combattu. Et puis le peuple de Mauritanie est un peuple fier, courageux, qui en même temps a le culte de ses traditions et aussi veut se développer pour l'avenir. Et c'est pourquoi, en passant tout à l'heure devant vous, j'ai été particulièrement satisfait de serrer la main de beaucoup que je connais déjà et d'autres que j'ai vus pour la première fois, les uns étant les chefs traditionnels et les notables et les principaux du peuple, les autres étant déjà des hommes qui sont en train de préparer la transformation moderne du pays. Tous sont ensemble. Pour son développement, la Mauritanie est en bonne voie. Voici que commence l'exploitation, le chemin et l'emploi de votre terre. Il en sera ainsi bientôt, j'en suis sûr, de votre cuivre et sans doute aussi d'autres ressources qui se trouvent sous votre sol. Comme l'a dit le Premier ministre tout à l'heure, cette œuvre de transformation s'accomplit par la coopération de la France avec la Mauritanie. Comment s'accomplirait-elle autrement? Votre peuple a pris en main son propre destin. Dans les années qui viennent, dans le temps qui est devant nous, il est probable qu'il y aura beaucoup de changements dans les institutions. C'est l'évolution de ces institutions qui aboutit le 28 novembre 1960 à l'indépendance de la Mauritanie. L'occasion pour de nombreux chefs d'État africains de partager ce moment d'avancée de la liberté avec ces jeunes chefs qui entretiennent d'excellents rapports avec pratiquement tous ses homologues subsahariens. Cette indépendance qui coïncide avec les élections présidentielles en Côte d'Ivoire ne va pas empêcher au président Félix Houphouët-Boigny d'être de la partie. Je peux dire la joie que nous avons à nous trouver ici à Nouakchott, à quelques heures de la proclamation de l'indépendance de la Mauritanie. Quand on sait qu'aujourd'hui ont lieu en Côte d'Ivoire des élections présidentielles et nationales et que j'ai dû quitter sans entendre les résultats, c'est vous dire le prix que nous attachons à l'indépendance de la Mauritanie. Pour tous ceux et nombreux en Afrique qui souhaitent la coopération confiante, fraternelle de tous les États africains, l'indépendance de la Mauritanie ne peut que les réjouir, car nous pensons que la Mauritanie a une vocation spéciale, particulière, celle de servir de trait d'union entre l'Afrique blanche et l'Afrique noire, et elle ne pourrait assumer ses responsabilités que dans la mesure où, avec le concours de tous, on pourrait préserver à ce pays toutes ses libertés. Au moment donc où le jeune Mokhtar Ould Daddah proclame l'indépendance ce 28 novembre 1960, il est le Premier ministre du jeune État. Et pour des raisons de festivité liées à cette déclaration de souveraineté internationale, il fait construire à la hâte la capitale Nouakchott, une capitale au milieu d'un vaste désert.
Peu de gens croient en cette idée à cette période-là. Édition spéciale. Une émission de reportage et de documents du journal Parler. Ce soir, la Mauritanie. Une réalisation de Jean Lefebvre. Ô étranger, quel malheur t'a conduit dans cette île inhabitée? Je ne m'attendais guère à cette réplique en venant visiter Nouakchott. C'est un gosse de 12 ans qui lit, avec application, ses classiques grecs par 40 degrés de chaleur dans une pièce à claire-voie qui donne sur le désert et qui tient lieu de lycée. Car cet élève, avec une dizaine d'autres, est en 6e classique. Que je ne puis plus parler à personne depuis si longtemps dans cette solitude. Ne sois pas effrayé de voir un homme si malheureux, tu dois en avoir pitié. Durant quelques mois, les gosses du lycée doivent quitter leur classe pour laisser place aux membres de l'Assemblée législative qui tient session. Ils vont s'installer dans le local provisoire du palais de justice ou ailleurs, car tout ici est en puissance. Nouakchott est en train de naître. Quand on arrive par avion, on croit rêver. Un grand panneau jaune d'or annonce en lettres capitales « Nouakchott, capitale de la Mauritanie ». Tout autour, c'est le désert le plus plat. Un ksar de faible importance marque l'endroit, mais la future capitale est tracée à côté, dans le sable, je dis bien tracée, car les rues existent avec les places et même les parkings, mais les maisons n'existent pas encore, ou fort peu. Il y a même un sens interdit parmi ces rues. On sourit ou on admire. La capitale de la République islamique de Mauritanie sort du sable. Une dizaine d'immeubles sont en construction. 3 sont terminés. On a fait venir des grues de Dakar pour monter les murs plus rapidement. Ils ont été entrepris, m'a-t-on dit, en décembre et dans un mois, les locataires pourront prendre les clés. Locataires à Nouakchott, direz-vous, en plein désert. Et pourtant, les immeubles font 3 étages, chaque appartement a sa terrasse et sa salle de bain. Il n'y manque plus que l'eau, mais elle va venir. Une conduite l'amène d'un puits qui est situé à 70 km de là, dans un château d'eau en construction. Tout cela s'organise, se crée. Il y a 1 an, l'eau venait encore par camion de Rosso à 200 km d'ici. Il y a 5 ans, le Ksar n'en possédait même pas. Et je suppose qu'il y a 10 ans, je n'aurais rien trouvé du tout à cet endroit. J'ai interrogé sur ce point mon confrère de Radio Mauritanie. Vous y auriez trouvé une étape de chamelier, il y avait des puits et un Ksar modeste, c'était une étape de caravane. Et puis, ce Ksar a pris de l'importance dans la mesure où il est sur une piste elle-même assez importante, la piste Rosso-Fort trinqué. Et peu à peu, Nouakchott est devenu une étape pour les convois automobiles, pour les camions. C'est ça. Seulement, Nouakchott est effectivement un point d'une piste importante, mais il y en a d'autres points importants. Je pense à Attar, par exemple. Alors, quelle est la raison qui a conduit les autorités mauritaniennes à choisir Nouakchott comme capitale? Nouakchott se trouve, si vous voulez, au point de rencontre des 2 ethnies principales qui vivent en Mauritanie. Je veux dire, les populations du fleuve qui sont noires et les populations du nord qui sont blanches. C'est un point de jonction. Bien entendu, les populations blanches descendent beaucoup plus au sud, même au-delà du Sénégal, bien sûr. Les populations noires remontent plus haut également, mais si vous voulez, c'est le point d'équilibre. D'ailleurs, à Nouakchott, on trouve les 2 populations. Exactement, vous avez pu le constater. Dans le sens maintenant est-ouest, eh bien, tout simplement, on a choisi l'emplacement de Nouakchott en bordure de mer. Nous sommes à 3 km de la côte, pour des raisons climatiques. Mais pourquoi pas sur la côte elle-même? Eh bien, parce que sur la côte elle-même, nous sommes dans une zone inondable. Les crues du Sénégal, ça s'est passé en 1950, les crues du Sénégal remontent jusqu'ici, ça a même en 50 provoqué une catastrophe. Le Ksar en bas a été détruit à peu près complètement. Le point de Nouakchott étant choisi, il s'agissait d'y construire une capitale digne de ce nom, c'est-à-dire non seulement avec ses bâtiments administratifs, mais aussi avec les logements nécessaires à tout le personnel. À ce sujet, on dit, je n'étais pas là, mais on dit que Maître Mokhtar Ould Daddah, Premier ministre, avait décidé, avec la ténacité qu'il caractérise d'ailleurs, que Nouakchott existerait et tout de suite. Alors, il a quitté Saint-Louis parce qu'il trouvait anormal que la Mauritanie ait une capitale hors de son territoire. Il a quitté Saint-Louis et il est venu ici à Nouakchott et il s'est installé tout de suite à l'hôtel, l'unique hôtel de l'endroit. Et son bureau, dit-on, était dans un 4x4, une camionnette dans la cour du garage. C'est vous dire qu'il avait vraiment envie que sa capitale soit faite. Je suis allé rendre visite au président Mokhtar. Il habite dans une modeste maison au mur blanc. Le drapeau vert au croissant d'or flotte à sa terrasse. La République mauritanienne existe. C'est la seule république islamique de la communauté. Une république de 500 000 habitants, 100 000 noirs sédentaires sur le fleuve Sénégal au sud et 400 000 morts de race blanche
presque tous nomades, sur un territoire presque 2 fois égal à celui de la France. L'étape pour les camions va rapidement, malgré la chaleur étouffante et le vent sifflant du désert, devenir une ville, la capitale du jeune État. Il faudra attendre 1961 pour que le jeune Mokhtar Ould Daddah, qui n'a alors que 37 ans, devienne le président de la République. Cette indépendance arrive dans des conditions particulières. Le Maroc de Mohamed V réclame la Mauritanie comme faisant partie intégrante de son royaume. Il évoque pour cela l'histoire, la religion et l'ethnie. Pour Mokhtar Ould Daddah, ces arguments ne sont pas du tout recevables. On ne peut pas fonder une revendication moderne sur une histoire. Que diraient les Belges si les Français, par exemple, sortaient un argument pareil? Le pays dont hérite le jeune Mokhtar se porte plutôt bien. En tout cas, il jouit d'une bonne santé économique. Les principales industries sont certes tenues par les Français, mais elles lui assurent le développement du pays. La France y fait de nombreux investissements, notamment en matière de routes et d'exploitation de minerais de fer et de cuivre. Pendant quelques années, la Mauritanie va connaître la paix et le développement. Son souci se situe sur le plan de sa reconnaissance, ou plutôt de son intégration au sein de l'Organisation des Nations Unies. En effet, la Mauritanie va faire les frais de la guerre froide, puisque l'Union soviétique oppose son veto à son entrée à l'ONU. Le fait que l'URSS ait opposé son veto à l'admission de la Mauritanie à l'ONU présente-t-il un handicap international pour la République islamique de Mauritanie? Présente un handicap en ce qui concerne l'entrée de la Mauritanie à l'ONU comme État membre, mais en aucune autre façon il représente un handicap sur le plan international en dehors de l'ONU. Vous savez que pour être admis à l'ONU, il faut un vote favorable des 5 membres permanents, c'est-à-dire les États-Unis, la France, la Grande-Bretagne, la Chine et l'URSS. Or, l'URSS, pour des raisons que vous connaissez, a opposé son veto. Donc, la candidature de la Mauritanie est bloquée pour le moment. La Mauritanie fera-t-elle à nouveau acte de candidature? Bien entendu, sa candidature est, pour ainsi dire, permanente. Et je pense que, en ce qui la concerne, comme en ce qui concerne plusieurs autres États, l'URSS finira par réviser sa position. L'URSS s'est servi du cas de la Mauritanie pour faire du marchandage et faire renaître la guerre froide en proposant la candidature de la Mongolie extérieure qu'elle présente constamment depuis 15 ans. Et je pense donc que finalement elle se rendra compte de son erreur, d'autant plus que les États africains ont été unanimes à désapprouver son acte. Et je crois savoir que cela commence à toucher ses représentants, en tout cas à New York. Et de ce fait, peut-être, elle reviendra à la raison. Sur le plan continental, Mokhtar Ould Daddah est très apprécié de ses pairs. Il mène une diplomatie très active. C'est d'ailleurs l'un des principaux artisans de la solidarité entre les nouveaux États subsahariens. Il est de tous les grands rendez-vous continentaux. Ici Nouakchott, radiodiffusion de la République islamique de Mauritanie. Maître Mokhtar Ould Daddah, président de la République islamique de Mauritanie, est rentré à Nouakchott venant de Libreville où il participait à la conférence des chefs d'État de l'Union africaine et malgache. Dès la descente d'avion du président de la République mauritanien, les journalistes lui ont demandé de bien vouloir dégager rapidement le bilan de cette conférence et surtout, bien sûr, d'insister sur le point qui intéresse tout spécialement la Mauritanie, à savoir le retrait de la candidature de la République islamique de Mauritanie au siège non permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies. La réponse a été très positive parce que nous avons poursuivi l'œuvre de consolidation de notre organisation et l'œuvre de rapprochement également entre tous les États africains indépendants, rapprochement qui doit aboutir à l'unité africaine qui est le but suprême de tous les leaders africains.
Eh bien, cette candidature, qui n'était pas celle de la Mauritanie, mais de l'Union africaine et malgache, nous l'avons retirée parce que venaient en compétition avec notre candidature d'autres États du groupe de Monrovia auquel appartient l'UAM, auquel nous appartenons. Et donc, dans un souci de faciliter les choses, d'éviter toute difficulté au sein de notre groupe, nous avons préféré retirer notre candidature, d'autant plus qu'elle a été la dernière à être posée. Le premier incident sérieux auquel va être confronté le jeune État mauritanien arrive en 1966. Le président Mokhtar Ould Daddah décide d'instaurer de l'arabe obligatoire dans l'enseignement. La communauté noire, qui elle n'est pas de culture arabophone, ne souhaite pas apprendre cette langue. Pour elle, cette politique vise essentiellement à renier sa culture et à se faire à nouveau coloniser par les arabo-berbères. C'est le début des émeutes de 1966 que le président choisit de réprimer sévèrement. Une cassure s'est créée alors aussitôt entre les races de la Mauritanie. De cela, nous en parlerons dans une dizaine de minutes dans la seconde partie de cette série que nous consacrons à Mokhtar Ould Daddah. Nous évoquerons également la suite de son règne à la tête de la Mauritanie et les péripéties, les difficultés auxquelles il va être confronté. Tout ceci juste après une nouvelle édition du journal sur Radio France Internationale.